Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce mercredi, la visite du président comorien Azali Assoumani en Guinée. Une visite de travail et d'amitié pour renforcer la coopération entre les deux États, mais pas seulement. Nous nous intéresserons également au Cameroun où plus de 94 milliards de francs CFA de flux de blanchiment de fonds ont été détectés en 2016. Et puis à l'Afrique du Sud qui met le cap sur l'éducation. Un projet de loi visant à rendre le système scolaire accessible à tous a été annoncé ce lundi. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Yamboulila Dipama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du MPP France. C'est exactement ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le président des Comores est arrivé à Conakry ce mardi 16 janvier dans le cadre d'une visite de travail, la première du genre depuis l'élection en 2016 d'Azali Assoumani. Objectif affiché, gagner le soutien de l'Union africaine pour l'organisation des assises nationales aux Comores. Reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. C'est la première visite du président comorien en Guinée depuis son élection entre 1999 et 2006 et sa réélection en 2016. Elle fait suite à des échanges entre les présidents Azali Assoumani et Alpha Condé en marge des travaux de la 72e session de l'ONU à New York. En toile de fond, la tenue prochaine des assises nationales en Union des Comores pour lesquelles le président Assoumani sollicite le parrainage de l'Union africaine. C'est une décision qui a été prise dans un cadre de cohésion nationale, apaisement. C'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 42 dépendances, effectivement pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays, parce que moi j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Les deux présidents vont aborder des questions liées au renforcement des liens de coopération entre leurs deux pays au cours de ce séjour de 24 heures à Conakry. Rappelons le Maroc, c'est le deuxième pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis les étudiants. Donc aujourd'hui, l'administration comorienne est de société, mais c'est des cadres formés en Guinée. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à maintenant, effectivement, on a vu. Les Comores sont une ancienne colonie française dont l'histoire est jalonnée de 20 coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis 1975. L'objectif des assises nationales comoriennes est de faire le bilan des indépendances, aborder les questions liées à la présidence tournante et aussi jeter les perspectives de développement dans un État unifié. Monsieur Dipama, on l'a vu, les assises nationales comoriennes étaient donc au cœur de cette visite du président Azali Assoumani en Guinée. Comment est-ce que l'Union africaine peut accompagner les Comores dans l'organisation de ce rendez-vous? Merci de m'avoir invité. Par rapport aux Comores, comment l'Union africaine peut accompagner les Comores, c'est que ça remonte déjà à l'histoire de l'archipel, de l'Union des Comores déjà. Et puis il y a cette notion que en fin 2017, l'Union africaine a fermé en tout cas son bureau aux Comores. Ça suppose que le pays est dans une belle dynamique en fait. Et puis ensuite il y a cette volonté de faire des assises et je crois que ça sera une belle perspective en tout cas pour le pays par rapport à toutes ces problématiques. On connaît l'histoire du pays avec ses coups d'État manqués, avec une économie très difficile. Je crois que l'Union africaine est bien engagée en tout cas à accompagner l'Union des Comores. Il y a aussi le fait que je crois que le président Kagame, qui en tout cas sauf force majeure, en tout cas va peut-être prendre la présidence bientôt, fin janvier, je crois que le président Kagame a quand même une grande vision en tout cas pour l'Union africaine et je crois que la démarche du président Assoumani était aussi dans ce sens-là pour se faire accompagner véritablement par rapport à cette vision, cette réforme de l'Union africaine que le président Kagame en tout cas tente de proposer à l'Union africaine. D'autant plus que si vous voulez, comme notre invité l'a dit, Graziella, les Comores ont vécu une période, si vous voulez, déstabilisante jusqu'à
si vous voulez, à leur période d'indépendance en 1977, vous avez un Français qui s'appelait Issila Bobdenard à l'époque. C'était un monsieur qui était pratiquement, c'était comme s'il était diligenté par l'État français pour des coups, si vous voulez, des coups d'État aux Comores. Donc voilà une île qui a été complètement déstabilisée. Donc en déstabilisant, on a créé aussi des fronts, c'est-à-dire on a fait en sorte que la population interne qui ait des confrontations en permanence. Donc ces confrontations-là ne vont pas partir du jour au lendemain, même si le pays a eu son indépendance, ces confrontations-là subsistent toujours, d'où la nécessité pour une île comme les Comores de pouvoir intégrer l'Union africaine de manière en sorte qu'on va stabiliser l'environnement politique en tant que tel. Déjà, je trouve que le président a une belle initiative parce que c'est lui qui appelle à des assises nationales. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire essayer de créer une union nationale qui stabilise au pays. Et maintenant, il a parlé des gens, j'ai entendu le président parler d'émergence. Cette émergence-là ne peut être favorable que si vous avez une stabilisation complète et totale du territoire. Que vous ayez les forces politiques en présence qui sont d'accord, si vous voulez, sur le fonctionnement, parce que c'est ce qui ne fonctionne pas souvent chez nous en Afrique. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous avons des textes, nous avons des constitutions, tout ce que vous voulez. Nous avons des textes qui régissent le fonctionnement des différents partis, mais qui ne sont jamais respectés. Donc, j'espère bien que l'Union africaine aidera, si vous voulez, les Comores à pouvoir asseoir, si vous voulez, toutes ces... Justement, à ce propos, Jean-Marie, concrètement, quel peut être l'apport de l'Union africaine? Est-ce qu'il faut envisager, par exemple, la présence de conseillers techniques ou alors de hauts représentants, justement, pour garantir, finalement, les conclusions de ces assises? Vous savez, Graziella, dès l'instant qu'on vous parle, si vous voulez, d'assises, à l'intérieur des assises, vous avez, c'est-à-dire différentes composantes à l'intérieur. Et vous avez énormément de domaines d'intervention, c'est-à-dire l'Union africaine a des domaines d'intervention qui sont relativement larges, bien que, bon, sur ce plateau, nous déplorons souvent l'inefficacité. Mais à l'intérieur, vous avez, c'est-à-dire toutes ces composantes-là, tous ces éléments-là qui font partie, si vous voulez, de la négociation nationale. Quand on parle des assises nationales, ça voudrait dire, si je prends une île comme les Comores, nous allons nous retrouver avec quoi? Nous allons nous retrouver avec la dimension politique, la dimension économique, énergétique, santé et tout ce qui s'ensuit. Donc, cette coopération sociale, bien sûr, donc cette coopération-là est nécessaire pour une île, si vous voulez, comme les Comores, dans laquelle vous avez ce besoin-là qui est urgent en tant que tel. Parce que quand vous faites la comparaison, nous avons une autre île à côté qui est l'île Maurice. L'île Maurice est beaucoup plus en avance, si vous voulez, dans le domaine économique. Donc pouvoir intégrer l'Union africaine, pour moi, ça semble une très belle opportunité pour les Comores. Alors, il y a l'autre point, je voulais ajouter, c'est par rapport à mettre des conseils techniques ou en tout cas avoir une force pour accompagner le pays. C'est peut-être un rôle d'observateur aussi. Un rôle d'observateur, oui, c'est très important, mais on a aussi cette connotation comme si le pays était décadent, déclinant quand on met en place un bureau, une commission particulière pour un pays. Moi, je crois que le rôle c'est peut-être aussi pour rassurer l'opposition qui doute un petit peu de la crédibilité de ces assises. Je n'ai pas le sentiment que l'opposition doute en tout cas de ces assises. En tout cas, il y a une bonne partie des opposants qui ont déjà annoncer leur boycott. Ils ont ou en tout cas donner de la voix, en tout cas pour montrer quelque part que, en fait, il y a le contexte aussi que le président Soumani a déjà exercé le pouvoir d'État et il revient. C'est-à-dire que quelque part, l'opposition aussi était dans c'est comme si c'était une revanche, en tout cas du président Soumani, ou en tout cas il est dans une dynamique de neutraliser des forces d'une certaine façon. Moi je crois que la volonté première, en tout cas sa démarche, elle est noble. Après, il y a forcément des calculs politiques derrière, il faut se le dire, c'est tout à fait normal, mais derrière, je crois que ça permettra à la population, en tout cas aux Comoriens, de pouvoir avoir une bonne assise, une belle assise pour pouvoir démarrer conséquemment les perspectives dont il se donne. Alors, Jean-Marie, nous sommes dans une société qui est en dynamique permanente. Donc, ce que notre invité vient de dire, on a l'impression que quand on crée des entités, des organisations, des institutions pour réguler, si vous voulez, le fonctionnement de la société dont vous-même vous parliez là tout à l'heure, on a l'impression tout de suite qu'il y a une crise derrière. Alors que pour gérer une société en dynamique et non en statique, ici, là, on se retrouve dans le cadre dynamique de notre société. Mais là où les gens, si vous voulez, la plupart des gens, on se trompe souvent, c'est-à-dire on pose nos raisonnements dans la statique. Alors que là, une société, c'est une entité qui est dynamique et cette entité-là a besoin, si vous voulez, de pouvoir absorber les changements extérieurs qui arrivent. Et il faut
de la prospective pour savoir comment est-ce qu'on amortit ça, pour que les chocs au niveau social ne soient pas des chocs, si vous voulez, traumatisants pour la population. C'est à ça que ça sert quand on parle des centres, comment dirais-je, d'analyse et de prospective économique, de prospective politique, tout ce que vous voulez. C'est ça, cette fonction-là. Cette fonction-là n'est pas seulement dévolue, comment dirais-je, à ces institutions-là, quand le pays est dans une dynamique de déstabilisation. Alors, le but initial, messieurs, de ces assises nationales, c'était de dresser le bilan des 42 années d'indépendance et d'établir les perspectives à venir. Mais on a l'impression finalement que progressivement, ces assises nationales sont de plus en plus tournées vers la présidence tournante aux Comores. Qu'en est-il, Jean-Marie ? Je ne peux pas vous le dire, c'est-à-dire de manière claire ici, la Graziella. Ce sont les acteurs comoriens qui doivent décider, c'est-à-dire quel est le mode de fonctionnement du pouvoir que nous voulons, si vous voulez, que nous voulons dans notre pays. Et à partir de là, c'est-à-dire toutes les parties vont s'asseoir et vont essayer de sortir quelle est la meilleure manière de faire fonctionner le pays de manière stable en tant que telle. Que ce soit une présidence tournante, je ne saurais vous le dire, c'est aux acteurs de pouvoir décider et de savoir quel est le modèle qui est le mieux pour nous. C'est-à-dire, bon, nous le savons très très bien, tous les États africains fonctionnent sur le modèle de quand je dis tous les États africains, sur le modèle des constitutions occidentales en tant que telles. Donc à partir de là, ce serait peut-être, bon, moi je verrais ça d'un bon oeil que vous ayez un pays, si vous voulez, qui sorte un peu de ces anciennes constitutions-là, qu'on vienne nous imposer dans nos États africains et de pouvoir imaginer, pourquoi pas, ce serait peut-être une première en Afrique, une présidence tournante en tant que telle. C'est déjà le cas, justement, aux Comores, et c'est un mode de gouvernance qui commence à diviser, justement. Quel problème fondamental pose finalement ce mode de gouvernance tournante aux Comores? Enfin, je ne saurais pas vous dire... En tout cas, la réalité du Comore, je ne saurais pas vous dire ce qui en est exactement, mais je sais juste qu'il faudrait sortir de cette notion d'opposer en tout cas des populations, que ce soit des archipels ou pas, ou que ce soit dans une entité fermée. Il faudrait quitter ce prisme en tout cas de régionalisation, d'ethnisation et autres. Et il faudrait aussi, je crois, qu'il faudrait s'appuyer sur le substrat culturel, en tout cas, de chaque pays. Et je crois que, comme Jean-Marie le disait tout à l'heure, il faudrait que ce soit les Comoriens eux-mêmes qui décident de leur façon, de comment ils aimeraient être gouvernés ou comment ils aimeraient voir leur pays se diriger. Mais moi, personnellement, je suis fondamentalement contre ces dichotomies ou cette volonté de scission. Après, la réalité des archipels, je ne la connais pas très bien, je ne saurais pas vous le dire, mais il faut quand même quitter ce prisme-là. C'est mon point de vue. D'ailleurs, c'est une dynamique qui nuit beaucoup, si vous voulez, à la démocratie en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on nous parle souvent de la notion d'État-nation. Ouais. Dans la plupart de nos États africains, c'est-à-dire vous n'avez pas d'État-nation en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de communautarisme qui s'installe. Quand on est ici, là, à l'extérieur, nous vivons dans les pays occidentaux. Quand on nous parle de communautarisme, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que ça n'existe pas chez nous. Mais la régionalisation au niveau du développement économique, c'est une chose. Mais maintenant, vous avez ce tribalisme-là qui régit énormément d'États africains. Graziella, c'est un paramètre à ne pas négliger chez nous, ce qui empêche aussi le développement d'une classe politique solide chez nous. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que les partis politiques se régionalisent. Au lieu que chaque parti se dise que bon, j'essaye d'attirer des adhérents. C'est vrai que vous pouvez avoir un socle, voilà, oui, une vision nation, avoir une vision de la nation. Ouais. On peut se dire que oui, je peux créer un parti, pas avoir, comment dirais-je, sa création dans une contrée quelconque et tout. Mais à terme, qu'est-ce qu'il faut viser? C'est-à-dire, c'est d'associer la majorité de la population dans ce parti-là. Mais malheureusement, ce que nous constatons en Afrique, c'est que ces partis-là restent des partis qui sont quelque part communautarisés, ethnicisés, comme vous voulez. Et c'est ça le risque en Afrique. Il faudra que nous arrivions à dépasser ça. Si on ne peut pas le faire par la volonté des individus, il faudrait bien qu'en Afrique, une seule fois pour toutes, que nous décidions d'une chose, c'est-à-dire nous les Africains, que nous dépassions la dimension ethnique et la dimension, comment dirais-je, régionale de nos partis politiques en tant que tels. Parce que sans ça, on ne crée pas une cohésion nationale. Parce que les partis deviennent quoi? Les partis deviennent uniquement, si vous voulez, les vecteurs qui passent que les revendications de la communauté dans laquelle on se trouve.
Moi, je prends l'exemple, regardez, on parlait du Rwanda là tout à l'heure, regardez les Hutus, les Tutsis d'un côté. Si je vais en Côte d'Ivoire, vous avez, à chaque fois, ce sont des ferments qui sont des ferments déstabilisateurs pour nos démocraties africaines. Merci Jean-Marie. Pour revenir aux Comores, hein, Monsieur Dipama, certains ont annoncé leur boycott, je le disais, dénonçant le flou hein, quant à la finalité de ces assises. Pour eux, cette consultation a été quelque peu détournée par le gouvernement. Et donc, est-ce que la stratégie finalement de la chaise vide est la bonne ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement participer pour essayer éventuellement de barrer la route hein, au président Azali Assoumani si ses objectifs étaient anticonstitutionnels? L'objectif déjà, c'est pas de barrer la route au président Assoumani, l'objectif c'est déjà de faire des assises nationales pour en tout cas faire le bilan des indépendances de ce pays et aussi voir quelles sont les perspectives. Pour le moment, je crois que ces assises n'ont pas encore eu lieu. Je crois Elles auront lieu le 5 février. Le 5 février, c'était déjà fin décembre et que ça a été reporté. Moi, je crois que c'est le gouvernement qui devrait porter cela parce qu'on est quand même à l'échelle nation, on est à l'échelle du pays. Je crois que le gouvernement peut donner en tout cas les coups des franges pour pouvoir aller vers les assises tout en prenant en compte, bien évidemment, tous les acteurs sociaux, toutes les forces vives du pays. C'est vrai, la politique de la chaise vide n'a jamais payé parce qu'on va rentrer dans ce cycle encore de protestation, de contestation et on rentre dans un cycle infernal pour un pays qui n'est pas très stable pour le moment, pour un pays qui en tout cas a été au niveau de l'archipel ou de la zone australe de l'Afrique qui a capitalisé le plus grand nombre de coups d'État. Le boycott est le ferment de la déstabilisation. C'est ce que les gens oublient souvent. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.